Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs les inspecteurs, Madame la directrice présidente, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers invités. J'ai régulièrement l'honneur d'ouvrir des journées de réflexion, des colloques, des formations qui sont organisées par le département de l'instruction publique, mais cette matinée-ci est toute particulière à mes yeux, car elle fait suite à des événements dramatiques qui nous interpellent sur notre capacité à vivre ensemble et sur les valeurs qui nous réunissent. Cette barbarie et le discours qui l'anime heurtent de plein fouet les valeurs que nous défendons à la ville de Bruxelles, et en particulier au sein de notre département, car notre enseignement s'inscrit dans la formation d'un esprit humaniste, libre-exaministe, qui promeut notamment la réflexion critique, la formation de la pensée objective, la découverte et le respect de l'altérité. Chers étudiants, demain vous serez enseignants, profession noble, passionnante et porteuse de sens. Au-delà de la transmission des savoirs, un enseignant est aussi un éducateur. Il transmet et fait partager des valeurs. Il est un exemple de par son comportement. Il éveille ses élèves, les écoute et les fait grandir. Aujourd'hui, vous êtes inscrits à la Haute École Francisco Ferrer, dont le PO est la ville de Bruxelles, qui, à travers son projet éducatif, a clairement affirmé les valeurs qui fondent son enseignement et le modèle de société que nous souhaitons construire. Ce projet éducatif, nous y avons tous adhéré, étudiants, parents ou enseignants, que ce soit en faisant le choix de s'inscrire dans un de nos établissements ou d'y travailler. Cette matinée a pour objectif de nous rappeler et nous faire réfléchir tous sur ce qui constitue le socle, le fondement de notre société démocratique, les valeurs qui nous unissent, les règles qui en découlent et qui nous permettent de vivre ensemble en paix. Les attentats de Paris qui visaient la rédaction d'un journal satirique dirigé par des humoristes caricaturistes ont été une véritable onde de choc parce que les terroristes ont tenté, par la terreur bien sûr, de nous museler en portant atteinte à un des droits fondamentaux de nos démocraties, la liberté d'expression. Cette tragédie a provoqué une secousse dans les consciences et une mobilisation internationale en faveur de la liberté d'expression qui s'est notamment traduite par l'affichage du slogan solidaire « Je suis Charlie ». Alors, est-ce que tous ceux qui se sont appropriés ce slogan « Je suis Charlie » approuvent la ligne éditoriale du célèbre hebdomadaire Charlie Hebdo? Non, bien sûr. Il y en a parmi eux qui trouvent telle caricature gratuitement irrévérencieuse et ou inutilement vulgaire. Néanmoins, tous s'accordent pour défendre la liberté d'expression, suivant la maxime attribuée à Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ». Mais d'autres réactions qui remettent en question ce droit démocratique font également couler beaucoup d'encre et divisent, voire fracturent. Il était dès lors essentiel pour nous de nous rassembler aujourd'hui pour analyser, décortiquer en toute objectivité tout ce qui a circulé sur le sujet et vous permettre de vous faire un avis éclairé sur la question. Il était également important pour nous de rappeler le droit et ses fondements démocratiques. Cela revient à s'interroger sur le type de société que nous souhaitons et sur celle dont nous ne voulons pas. Dans quel modèle de société tomberions-nous si nous ne défendions pas le principe de liberté d'expression? Une société qui censure, qui interdit et qui brime. Et quelle autorité morale serait habilitée à définir ce qui est permis ou interdit en matière d'opinion, d'expression ou de forme d'expression? Serait-on d'abord unanime là-dessus? Non, bien sûr. Et si une majorité devait imposer un modèle de pensée aux minorités, cela serait-il acceptable? Non, évidemment. Cela ferait horriblement écho au système fascisant que nous combattons tous. Alors comment s'en sortir, si ce n'est en considérant la diversité des opinions et des expressions comme une richesse? Et notre mission en tant que pouvoir organisateur, en tant qu'enseignant,
en tant qu'éducateur est bien sûr de vous transmettre des savoirs et des savoir-faire, mais aussi de vous amener à devenir des citoyens responsables. Ainsi, nos équipes éducatives poussent nos élèves et nos étudiants à découvrir l'altérité, à développer leur esprit critique, apprendre à défendre leur point de vue par l'argumentation, tout en respectant la vie des autres, à valoriser la différence qui est une source d'enrichissement, développer la solidarité plutôt que la concurrence, encourager l'engagement citoyen. Ces objectifs-ci, parmi tant d'autres, nous souhaitons qu'ils vous permettent de conduire le monde de demain comme des jeunes adultes capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, équitable et ouverte. Fort de ces valeurs exprimées dans notre projet éducatif, notre enseignement est véritablement un enseignement engagé qui a pour but de former des femmes et des hommes libres, acteurs de leur destin, conscients de leurs responsabilités et participant au progrès de l'humanité. C'est là toute la différence entre le dressage et l'apprentissage. Le dressage rend conforme, l'apprentissage rend autonome. Pour le dire autrement, je reprendrai les mots d'un philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, un défenseur des Lumières. On peut ou bien se borner à dresser l'homme, à l'entraîner, à l'instruire mécaniquement, ou l'éclairer réellement. On dresse les chiens, les chevaux, on peut aussi dresser des hommes. Mais le dressage ne pourvoit pas à tout. Il importe en priorité que les enfants apprennent à penser. Cela est encore plus explicite dans notre projet éducatif qui souligne notre attachement au service public et à la citoyenneté, reposant sur les valeurs d'égalité et de justice sociale, ainsi que sur plusieurs principes. L'enseignement de la ville est dispensé dans le respect des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant. Ceci est un extrait donc, de notre projet éducatif. Vous voyez pourquoi j'ai commencé évidemment par là. L'école éduque les élèves au respect de ces grands textes fondateurs de notre démocratie. L'école remplit un rôle social. Elle éduque et ouvre les horizons. Grâce à elle, l'élève et l'étudiant s'intéressent à la société, acquièrent un esprit critique et deviennent des citoyens responsables. Outre le principe démocratique, l'esprit critique est aussi associé au principe de neutralité. Dans le paragraphe concernant le principe de neutralité, on retrouve ces mots. Conformément à l'article 24 de la Constitution, la ville de Bruxelles assure un enseignement neutre, c'est-à-dire un enseignement objectif, libre de toute appartenance philosophique, politique ou religieuse, afin d'assurer le respect des convictions personnelles de chacun. Neutre ne veut pas dire mou ou inconsistant. Madame Dams nous dira tout à l'heure comment concilier neutralité et engagement dans l'enseignement. Les enseignants entraînent graduellement les élèves, les étudiants à la recherche personnelle et les motivent à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et leur esprit critique. L'enseignement de la ville garantit à l'élève et à l'étudiant le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme. Ce n'est pas une coïncidence si l'esprit critique et la liberté d'expression se suivent immédiatement. L'esprit critique n'a guère d'intérêt si l'on peut communiquer les résultats de ses enquêtes. La liberté d'expression manque cruellement de contenu si elle n'est pas alimentée par des connaissances et par des réflexions sur ces connaissances. Comme le soulignait l'un des dessinateurs assassinés, Georges Wolinski, à quoi ça sert d'être connecté à la Terre entière si on n'a rien à dire? C'est pourquoi notre projet éducatif insiste sur la recherche et le développement des connaissances et il précise encore « Les faits sont exposés et commentés avec la plus grande objectivité possible. La vérité est recherchée avec une
constante honnêteté intellectuelle. Une égale importance est donc accordée au fait, à la réalité qui ne dépend pas de nous, et à la manière dont nous nous situons par rapport à ces faits, à notre attitude. L'idéal d'objectivité, la recherche de la vérité, l'exigence d'honnêteté sont intimement liés à l'esprit critique. En définitive, qu'est-ce que l'esprit critique? Eh bien, c'est le refus des réponses toutes faites. Il s'agit tantôt d'un constat qui nous induit en erreur, tantôt d'une habitude de pensée ou d'un préjugé malheureux, tantôt encore de franche malveillance. Dans tous ces cas, les réponses toutes faites occultent les faits et ralentissent leur compréhension. Prenons un exemple. Penser que le soleil tourne autour de la Terre n'était pas idiot en soi. Quand nous nous levons, il apparaît d'un côté de la maison, quand nous nous couchons, il disparaît de l'autre. L'attitude lamentable fut de rendre obligatoire cette façon de voir, qui était de surcroît erronée, on s'en rendra compte un peu plus tard. Il a fallu donc beaucoup de connaissances, de créativité, d'indépendance d'esprit pour prouver que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pourtant elle tourne, aurait dit Galilée, contraint d'abjurer cette théorie dans la première moitié du XVIIe siècle. Dans le courant du XVIIIe siècle, la vérité s'imposa néanmoins. La démonstration de l'héliocentrisme est une des plus belles histoires de la lutte contre l'obscurantisme. Mais l'esprit critique, c'est aussi l'écoute. On ne critique pas à tort et à travers, pour le plaisir de contredire l'autre et de s'affirmer soi-même. Cette attitude, Montesquieu l'a également fustigée chez un recenseur de son livre « L'esprit des lois ». À ce critique indélicat, il reproche tout simplement de ne pas l'avoir bien lu. Et il dit « Il a bien critiqué le livre qu'il avait dans la tête, il n'a pas critiqué celui de l'auteur. » Tenir compte de l'autre, qu'il s'agisse d'un autre élève, d'un professeur, d'un auteur, vu en classe, fait partie de l'apprentissage. Tenir compte, ce n'est ni rejeter en bloc, ni accepter sans autre forme de procès. C'est examiner pour juger, étymologiquement, critiquer, c'est juger, évaluer, décider. Ce que l'autre me dit, est-ce vrai dans l'absolu? Est-ce bienveillant? Est-ce utile pour moi? Est-ce beau? Les habitués des formations en management auront reconnu dans ces questions les trois tamis de Socrate. Un petit récit qu'on ne trouve pas tel quel chez les disciples et biographes de Socrate, mais qui n'en est pas moins édifiant. Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit « Il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » « Arrête là, interrompit Socrate. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les trois tamis? » « Trois tamis? Oui, mon bon ami. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai? Non, je l'ai entendu raconter. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Ce que tu as à me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon? Non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. Bien, reprit Socrate. Essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire. Utile? Pas précisément. Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier. On commence par colporter des ragots. On finit par croire au mythe du complot mondial. Pierre-André Taguieff,
a montré la difficulté de dégonfler l'imaginaire du complot. Dès qu'on veut prouver qu'il s'agit d'une construction en décalage complet par rapport aux faits, on éveille le soupçon qu'on a bien quelque chose à cacher. Il est dès lors primordial de développer notre esprit critique, de nous remettre en question, d'interroger nos certitudes pour ne pas tomber dans l'abîme de la bêtise et de la malveillance. Et le développement d'esprit critique à l'école doit passer à travers toutes les disciplines techniques, scientifiques, mathématiques, sociales, littéraires, sportives et j'en passe. Elles sont toutes impliquées. L'esprit critique est au cœur de notre projet éducatif et il est du ressort de l'ensemble des professeurs. Nous comptons sur eux au quotidien, comme je compte sur vous aujourd'hui, chers étudiants, car votre formation et les valeurs qu'elle véhicule sont importantes pour qu'un jour, et le plus vite possible, le respect, le débat et l'engagement priment sur l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, la violence et le renoncement. Je vous souhaite une excellente matinée.